vais chanter sur nos rythmes forts. Je lève mon drapeau. Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous avec l'actualité. Cette semaine, on va parler de l'opération Bataille à Mukolo avec les vagues d'expulsion qui font déjà maintenant plus de 80 000 personnes expulsées. Et justement, dans la rubrique Racine, Francis Cheko reviendra sur les rapports plus ou moins tendus qu'il y a eu entre les deux pays au fil des années. Et enfin, on terminera en parlant du métier de journaliste, notamment avec notre invitée qui est la sœur Annie Zama, qui a donc reçu le prix Lucien Timpoupou pour la meilleure journaliste de la TV privée. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Je vais bien. Et vous? Merci, oui. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Merci de m'avoir fait appel. Je vous en prie, on aura l'occasion de parler plus amplement tout à l'heure. Mais je vais d'abord présenter ceux qui vont nous accompagner tout au long de l'émission. Donc à côté de vous, il y a Jimmy Loumou. Bonsoir Jimmy. Bonsoir Timba. De retour, enfin. Ah oui, enfin on est là. Alors où est-ce que vous étiez passé? Vous nous le direz tout à l'heure. Voilà. Bonsoir Francis Cheko, vous allez bien? Bonsoir Timba Kanza, oui ça va très bien. D'accord. De quoi allez-vous nous parler donc aujourd'hui dans votre rubrique? Des relations diplomatiques entre la République du Congo et la RDC, les tensions qui ont entaché durant ces 3 dernières décennies les rapports. D'accord. Alors justement, on rentre dans le vif du sujet tout de suite avec la première rubrique qui est Arrêt sur l'image. Alors, comme je vous le disais, cette opération a déjà fait plus de 80 000 personnes expulsées. On compte déjà 80 000 personnes qui ont été expulsées du Congo-Brazza. Mais avant d'en parler plus amplement, on va regarder un élément qui revient sur les conditions de vie des différents expulsés à Kinshasa. Ces images ne sont pas celles des prisonniers derrière des barreaux. Il s'agit plutôt des Congolais en provenance du Congo-Brazzaville, expulsés pour certains, retour volontaire pour d'autres par peur des représailles au regard du climat d'insécurité dont sont victimes les ressortissants de la RDC au pays des Sassou Nguesso. Des arrivées en masse, tous sont confinés ici, dans l'ancêtre de la maison communale de Kinshasa. Une situation qui ne peut avoir que des résultats de la sorte. Toilettes sur la place publique, dortoirs, tout se fait sur place. Les installations sanitaires ont été interdites d'accès à nos reporters. Une situation sanitaire qui favorise l'arrivée des épidémies qui sont à redouter. Personne ne nous prend en charge, nous avons vu personne ici. Nous sommes là avec des enfants, avec des femmes, vraiment c'est pitoyable. Nous demandons à nos autorités de nous aider. Depuis dimanche, nous sommes ici. On ne mange pas, rien du tout avec mes 5 enfants sans solution, dit cette dame. Je ne suis pas dans des conditions adéquates. Je suis enceinte de 8 mois, avec un enfant en main, sans couche de rechange ni rien, dit cette jeune fille. Sur place, des agents de la Croix-Rouge nombreux en action certes, mais pas assez pour faire face à une telle situation. Nous sommes là surtout à ce qui concerne l'assainissement. Vous voyez, dès qu'il y a tout un monde comme ça, on ne peut pas manquer ni des saletés, ni de quoi, et on voit même les installations hygiéniques, comment approprier ça. Sauf que des enfants qui peuvent faire des petits, ainsi de suite. Ça arrive, mais sinon, nous sommes dans l'enceinte de la commune de Kinshasa, il y a des installations hygiéniques. Le pire est à redouter si des solutions sanitaires plus efficaces, plus rigoureuses et adéquates ne sont pas prises. Des épidémies qui pourraient sévir s'ajouteraient au nombreux lot des problèmes que connaît déjà la RDC. Alors Jimmy Loumou, c'est vous qui avez été sur place pour faire cet élément? Oui, donc il faut dire que ce sont des conditions vraiment pas très vivables. Il faut dire que plus de 80 000 personnes sont déjà ici à Kinshasa, donc des expulsés sont déjà de retour ici. Alors cette vague a commencé à la fin du mois d'avril. Et jusqu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, il y a encore des lots, des expulsés qui continuent à regagner Kinshasa. Oui. Alors, et ce, malgré les différentes actions qui ont été entreprises. Donc il y a eu des déplacements à Brazza de différentes personnes du gouvernement. Oui. Et puis il y a eu aussi quand même une commission mixte qui a été mise en place. Mais malgré tout ça, les expulsions continuent quand même. Voilà, les efforts sont en train d'être faits par le gouvernement. D'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 2 jours, le gouverneur de la ville de Kinshasa s'est rendu aussi à Brazzaville pour essayer de parler avec son homologue de Brazzaville, essayer de voir dans quelles conditions c'est bien d'expulser les Congolais qui ne sont pas en règle, qui sont en irrégularité.
mais il faudrait voir dans quelles conditions le faire. Donc c'est seulement cette partie-là des droits qu'on a tous, les droits humains qui sont les droits les plus chers. Parce qu'autant les Congolais de Kinshasa ont des règles à respecter lorsqu'ils traversent le fleuve, autant ils ont aussi des droits quand même qu'on doit respecter. Voilà. Donc parmi les minimums des droits qu'il faut respecter, donc il faut les mettre dans les bonnes conditions d'expulsion pour qu'ils regagnent Kinshasa en toute quiétude. Donc à partir d'ici, nous on est en train plus de parler de la condition dans lesquelles vivent ces expulsés. Lorsqu'ils reviennent ici à Kinshasa, ils sont acheminés dans la scène de la parcelle de la maison communale de Kinshasa. Et après, ceux qui retrouvent de la famille ici à Kinshasa, ils ont droit à un jeton pour sortir. Parce que le problème, c'est ça, c'est que la plupart d'entre eux venaient de la province. Voilà. Donc, ils ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Ils ne sont pas tous originaires de Kinshasa. Il y a même ceux qui ont traversé de l'autre côté à partir des provinces. La plupart sont partis du Congo à partir de l'Équateur et du Bas-Congo. Et donc j'ai même rencontré sur terrain, même dans l'élément on va voir, une jeune fille qui n'a jamais été à Kinshasa. Et il est parti du Congo via l'Équateur et en revenant, il ne sait même pas par où commencer. Tu vois, donc dans cette condition-là, c'est très difficile. Et il y a même des gens qui sont là depuis plusieurs semaines, ils attendent d'être rapatriés dans leur province d'origine. Mais jusque-là, il n'y a pas de solution. Et les conditions sanitaires se dégradent de plus en plus parce que plus il y a beaucoup de monde, plus les conditions sanitaires dégradent et c'est vraiment très difficile. On a rencontré l'équipe de la Croix-Rouge qui travaille d'arrache-pied sur le terrain, mais à les entendre, c'est vraiment pas... toutes ces personnes de bonne volonté, est-ce que les moyens sont suffisants? J'imagine bien que non, parce que déjà c'est une urgence, une situation qui n'était pas prévue. Alors comment est-ce que eux se débrouillent face à ça? En tout cas, l'équipe que je trouvais, certes, c'est dévoué auprès de cette population malheureuse, mais ce n'est pas une équipe vraiment costaud pour assurer, pour contenir tout ce monde-là, parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de monde et il y a d'autres qui n'ont pas d'abri, qui se réfugient de l'autre côté, donc juste en face dans le stade Cardinal Maloula. Ils sont là, ils attendent que le gouvernement trouve une solution. Alors, avant de vous redonner la parole, Jimmy, ma sœur, j'aimerais vous faire réagir justement là-dessus, parce que vous êtes journaliste, bien évidemment, donc au fait de ces événements. Selon vous, un petit peu avant de revenir sur la condition, on va d'abord revenir sur l'origine. Quelle signification on peut donner à ces expulsions? Bon, on a entendu par-ci par-là qu'il y aurait des Koulouna qui avaient traversé pour aller s'abriter de l'autre côté, que les filles d'ici vont se prostituer de l'autre côté. Et tout ça, moi, je me dis que dans la famille, il ne manque pas de problème. Quand on est en famille, quand il y a un problème, on s'assoit pour se dire des vérités et trancher l'affaire. Je crois que les autorités d'en face, comme d'ici, c'est ce qu'ils auraient pu, qui s'assoient et ensemble, qui trouvent les voies et moyens pour qu'on sorte de cela. Parce que toutes ces familles qui dorment dehors, avec, comme l'a dit notre confrère tout à l'heure, les enfants sont très sensibles, les femmes enceintes. Et quand on n'a pas de toilettes, les installations sanitaires, il y a 2 ou 3 seulement, ou 2. Alors, pour 80 000 personnes, c'est insuffisant. Où est-ce qu'ils vont aller? Alors, quand ils font à même le sol ou dans des sachets, et quand les enfants piétinent, c'est la maladie. Nous sommes dans la capitale et c'est facile qu'on ait plusieurs maladies qui se propagent comme ça. Donc, on doit trouver des solutions. Moi, je pensais, à mon humble avis, qu'on doit chercher peut-être des endroits appropriés où on mettrait des tentes. Oui, parce que les endroits, on manque pas d'endroits. On en a plus du côté de Kinkole, il y a des terrains. On peut mettre là-bas des tentes où on abriterait toutes ces personnes et on mettrait vraiment ces personnes, qu'on les mette dans des conditions plus ou moins humaines. Dans le temps, il y avait des palabres. On se mettait sous l'arbre et on mettait le problème sur la table et on voit ce qu'il y a. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Qu'est-ce qui se cache derrière le Koulouna qui était à Brazzaville? Qu'est-ce qui se passe derrière toutes ces filles qui sont allées se prostituer là-bas? Et qu'est-ce qu'il y avait face à tout ce qu'il y a comme problème, tout ce qui surgit là?
que les trouver, autorités d'en face arrivent à expliquer un peu, parce qu'il y a eu plusieurs délégations qui ont traversé pour aller mettre la main dans la pâte pour comprendre en fait qu'est-ce qui se passe. Donc vous, Sœur Annie, vous prenez plutôt la discussion et puis on travaille ensemble entre les deux pays. Voilà, parce que quand il n'y a pas de dialogue, rien ne marche. Ma dernière question pour cette rubrique, quelle devrait être la réaction de la RDC? Parce que là, encore une fois, tout le monde en parle. On parle de l'ambassadeur de la RDC qui devrait peut-être être appelé chez nous, de la fermeture du beach Ngobila. On parle de la réciprocité, donc expulser les ressortissants de la République du Congo. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement? Alors, à part discuter, bien sûr, qui est la première chose, comme vous le dites, Sœur Annie. En principe, je disais tout à l'heure, le vin est tiré, il faut le boire. Il faut le boire. En principe, ils ont déjà expulsé plus de 80 000 Congolais. Pendant les expulsions, le gouvernement avait envoyé le ministre des Affaires étrangères sur place à Brazzaville. Pendant qu'il était à Brazzaville, on continuait toujours à expulser les Congolais. Donc c'est un langage diplomatique. C'est très fort. Donc les actes sont posés selon vous, Francis. On n'a pas besoin de se demander qu'est-ce qui se passe. Les actes, ils sont là, les images sont là. Pendant que notre ministre... Vous faites sourire, Sœur Annie, vous n'êtes pas d'accord? Pendant que notre ministre était sur place, on continuait à expulser les Congolais. Donc cela veut dire que tout simplement qu'on ne nous respecte pas. Il fallait que d'autres gouvernements retirent, rappellent notre ambassadeur, qui demande à la République sœur du Congo-Brazzaville de retirer aussi, de rappeler aussi leur ambassadeur. On ferme les frontières directement. Au grand mot, au grand remède, dit-on. On ne peut pas être là, on ne peut pas rester là à regarder, à observer. Non. Mais ça, on ne l'a pas fait non plus pour l'Angola il y a quelques temps, alors que les expulsions... Oui, mais c'est ce que je dis. Nous devons durcir le temps. D'accord. Donc là, vous parlez de notre politique étrangère. Oui, notre politique, évidemment. On ne doit pas rester là, laxiste, en train d'observer. Non, on ne doit pas observer, on doit agir. Et directement, parce que nous devons rendre, le gouvernement doit rendre compte au peuple. C'est ça. France, si vous avez envie de parler, je vais vous donner la parole, vu que vous avez envie de parler. On va continuer avec la rubrique d'après, justement, qui est votre rubrique, qui est la rubrique Racine, et dans laquelle vous allez nous parler des périodes un peu tendues entre les deux pays. Francis, vous qui avez tant besoin de parler, alors de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Des relations diplomatiques, des tensions, des relations diplomatiques entre les deux pays, tout à quand l'histoire a commencé dans les années 70 avec du rebelle lobbyiste Pierre Moulélé, qui s'était réfugié à Brazzaville. À l'époque, c'était Marien Ngouabi qui était le président du Congo. Le gouvernement de Kinshasa avait fait des pressions au gouvernement congolais d'en face d'expulser Pierre Moulélé pour qu'il rapatrie entre aider, ça avait provoqué des vives tensions entre les deux pays, jusqu'à ce que, tellement qu'il y avait beaucoup de tensions, le gouvernement de Marien Ngouabi avait jugé bon d'extrader Pierre Moulélé au Congo. Et peu après son extradition, il a été décapité, tué, on n'a jamais vu son corps. Et la République du Congo avait réagi par rapport à cela. Et elle avait juré de ne plus extrader aucun politicien congolais ou zaïrois de l'époque. Et donc ça continue après jusque dans les années 80. Oui, dans les années 84, avec l'émission Keba na Caméra, une émission animée par Georges Mbanda. On montrait comment les troubles commis à Brazzaville étaient commis par des Congolais d'ici. C'était une campagne pour saquer un peu l'image des Congolais nous sommes des voleurs, avec des slogans tels que Boma Zaïrois Tikanyoka. Ce qui est fort quand même. Très fort, c'est xénophobe. Arrivé en 1987, le match amical entre le Diable Rouge et les Léopards d'Israël qui s'est soldé par une victoire des Léopards 5-2. À l'issue de cette rencontre, les Congolais, les Zaïrois qui vivaient à Brazzaville ont été tués. On a tué beaucoup des Zaïrois. On a jeté même leur macabé au fleuve
ça avait créé des vives tensions entre les deux républiques. Oui. Et vers les années 97, avec la guerre qui s'est vissée à Brazzaville entre Pascal Lissouba et Sassou Nguesso, des obus, des mortiers étaient tombés à Kinshasa. Ils avaient détruit beaucoup de bâtiments et ils avaient fait beaucoup de pertes de vies humaines. Et Kabila, Laurent Désiré Kabila avait répliqué en lançant aussi des obus, des mortiers, des Yana. À l'époque, on s'en souviendra, des Yana. C'était le nom. Oui. Jusqu'à ce que les deux délégations de Lissouba et de Sassou aient venues s'expliquer auprès de Laurent Désiré Kabila. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir justement de tout ce que vous venez de nous dire? Parce que c'est vrai, il y a eu beaucoup de tensions au fil des années, mais comme le disait Sœur Annie tout à l'heure, dans une famille, ça ne manque jamais. Et en étant aussi proches, en fin de compte, les deux pays, le fait que ce soit aussi proche, c'est presque inévitable, non? En étant aussi proches, ne serait-ce que la mésaventure des obus. C'est tout simplement parce qu'on est très très proche. Je ne pense pas que Brazza nous visait intentionnellement. Bon, la guerre qui s'est vissée à Brazzaville avait commencé au mois de juin 97, mais les obus ont commencé à tomber au mois d'octobre à Kinshasa. Donc, pour le gouvernement de Kabila, c'était vraiment intentionnel. Alors, merci Francis pour ces lumières. Alors on va continuer le fil de l'émission, ma sœur. Je vais un petit peu revenir vers vous parce que maintenant justement on change complètement de thématique et on va parler de la pratique du métier de journaliste. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de vous inviter. Moi j'aimerais savoir quand même, parce que donc vous êtes sœur, hein, comme j'ai pas arrêté de le répéter depuis le début de l'émission, comment vous en êtes venue au journalisme? J'ai fait les études de journalisme aux facultés catholiques de Kinshasa. Aujourd'hui, Université catholique de Kinshasa. J'ai fait l'option éducation aux médias, donc EDUCOM, éduquer à travers les médias. Oui, oui. Alors, bien évidemment, hein, comme vous avez fait ça, ça rentre complètement dans le cadre de notre invitation pour le prix que vous avez reçu. Et c'était notamment pour l'élément que vous avez tourné sur la petite Titi, c'est ça? Oui, Titi. Oui. Comment s'est passé le tournage? J'ai lu dans un journal. On a lancé cet élément-là. La petite Titi qui n'avait pas de bras, elle n'avait que ses pieds. Alors j'ai eu l'idée d'appeler l'éditeur et je l'ai fait. J'ai appelé, il m'a passé l'adresse. Nous sommes allés chercher. Elle habite Ngaba. Donc il y a un pont entre Lemba et Ngaba. Donc on a traversé ce pont et on a cherché. On a retrouvé la petite qui allait acheter du pain. On l'a vue en route. Alors, on était étonnés. Elle est revenue chez elle à la maison. On a vu ses sœurs, on a vu sa tante, ses tantes et son grand-père. Donc, il habite chez son grand-père. Alors, on était émerveillés de voir cette petite fille qui n'avait que ses pieds et qui faisait tout avec. Elle pouvait sauter, elle pouvait jouer avec une poupée. Vraiment en train de... Comment je peux... La petite poupée, alors elle, avec son pied, elle faisait nouer le pagne à ce petit poupée et elle sautillait avec les autres, elle allumait le feu avec ses pieds et c'était émouvant. Mais de voir qu'à un jeune âge comme ça, elle ait cette maîtrise. Et aussi elle a une bosse. Donc elle est joyeuse. Elle n'est pas pensive, elle n'est pas soucieuse de ce qu'elle est. Parce qu'elle s'est dit, je suis capable de faire tout ce que les autres peuvent faire. Ce fameux prix, on va essayer d'en parler un petit peu plus maintenant. Ça a été organisé le 3 mai à l'occasion de la Journée internationale de la liberté de la presse. Voilà pourquoi nous, ça nous a intéressés en tant que journalistes tous autour de cette table. On s'est quand même posé la question entre le lien entre la déontologie et la liberté de la presse, ce qui rentre complètement dans le cadre de ce prix que vous avez gagné. Donc moi, j'aimerais savoir comment s'est passée la sélection d'abord. Parce qu'il y a eu beaucoup de prix de remise. J'étais en route. D'accord. Pour aller à mon travail. J'ai reçu un coup de fil me posant la question de savoir si j'étais la sœur Annie de la RTCE, si j'ai produisé l'émission Totonga et Longo. J'ai répondu oui, c'était bien moi. Et on m'a demandé d'amener 2 éléments dans 2 émissions, 2 numéros des émissions. J'ai posé la question, est-ce que je devais l'amener et tout ça. Alors ils m'ont dit il fallait l'amener à l'OMEC.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit, c'est que c'est organisé en fait par l'OMEC et l'UNPC, et puis en partenariat avec le ministère des Médias et sous le patronage quand même du Premier ministre. Donc ça a été quelque chose de carré, comme on dit. Oui. Et c'est là que j'ai amené deux numéros de mes émissions. Oui. J'ai amené une émission sur l'environnement. Comment gérer les ordures que nous produisons dans les cuisines, dans tout ce que nous faisons, quoi. Parce que tout ce que l'homme fait, il en ressort la saleté. Oui. Alors, j'ai amené ça et j'ai amené aussi l'émission de la petite Titi. D'accord. Il y a eu beaucoup d'autres prix qui ont été remis, notamment donc, à des organes de presse et à une dizaine de journalistes. Ce que moi, j'aimerais savoir, d'abord, c'est quel est le but de ce prix? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Parce qu'on parle beaucoup de liberté de la presse. Et puis, deuxième chose, qu'est-ce que ça représente pour vous, en tant que femme, et puis en tant que religieuse, d'avoir ce prix-là? Je reprends la parole du Premier ministre qui disait il veut une nouvelle famille de la performance et de l'émergence. Par son travail, parce qu'il n'y a pas de chance. Chance et l'Okopamba, ça n'existe pas. Ça, je le soutiens. Je le soutiens vraiment à 100%. Chance et l'Okopamba, non. Quand on s'y met pour faire quelque chose et on donne le meilleur de soi, même si on n'est pas primé ici sur Terre, Dieu nous primera. Et le métier de journaliste, c'est un métier noble, mais qui est entouré, entassé de plusieurs dangers. Parce que je me dis, il n'y a pas que ça que j'ai pu réaliser, il y en a plusieurs. Nous allions vers le plateau de Batéké, n'ayant pas de véhicule. Vous montez sur les grands camions au-dessus pour aller prendre l'information et ramener ça, le ramener au centre. Ça, c'est vraiment le sens véritable du métier de journaliste, normalement. Aller chercher l'information là où ça se trouve. Alors justement, qu'est-ce que ça représente pour vous qui aimez tant ce travail, comme vous le dites? Ça représente quoi ce prix? Pour moi, ça représente d'abord une reconnaissance. Parce que quand on fait un travail, il faut que les autres sachent l'apprécier. Si personne ne l'apprécie, on se dit, bon, je travaille dans le vide, ça ne sert à rien. Qu'est-ce qu'un mauvais et qu'est-ce qu'un bon journaliste pour vous? Un bon journaliste, c'est celui qui respecte la déontologie journalistique. D'accord. Parce que si on connaît ces lois et qu'on travaille là-dedans, personne ne viendrait vous interpeller. Bien sûr. Mais lorsqu'on sort de cette déontologie et qu'on commence à faire comme tous les autres, alors là, on est pris dans le piège. Oui, et puis la déontologie, quand même, c'est le garant de pouvoir, de la possibilité d'exercer notre métier dans les règles comme il faut. Oui. Et ce sont quand même les règles qui sont fixées par les journalistes et pour tous les journalistes. Oui. Donc il serait bon d'en tenir compte un petit peu, mais on va revenir dessus, on va avancer un peu. Là, je vous ai donné la parole, mais dans cette émission, on donne la parole à tous les Congolais. C'est un petit peu le nom de l'émission, Le Congo, c'est nous. Et là, on a donné la parole aux futurs journalistes qui, justement, s'expriment sur leur futur métier. La presse congolaise, c'est un monde qui est un peu vaste, mais sauf que nous avons constaté beaucoup de gens qui n'ont pas fait le métier, qui n'ont pas appris le métier, ça en a abusé. Le bon journaliste, c'est celui qui doit d'abord respecter la règle, soit les règles déontologiques et éthiques journalistiques. Et celui qui sait affronter les sources avant de diffuser une information. Je m'appelle Simer Sako, étudiant à l'EFASIC. Je suis en deuxième licence de journalisme et politique extérieure. C'est un monde complexe. C'est un monde complexe parce qu'au Congo, les journalistes, d'abord, il est exposé à beaucoup de dangers. Ça, c'est de un. Il ne sait pas faire son métier librement comme il se doit. De deux. De trois, on travaille pour servir et survivre. Il est appelé à dire haut ce que l'opinion publique pense bas. Un bon journaliste ne doit pas en fait avoir peur parce que chaque métier a des risques. Et moi, c'est Flori Moukeba, étudiant à l'EFASIC en deuxième licence de journaliste de politique extérieure. Avant de diffuser une information, il doit d'abord aller à la source pour savoir réellement si les informations qu'il détient est réellement vraies. Le métier journalistique, c'est un métier tellement compliqué, même si certains prennent ça à la légère. C'est un métier qui demande vraiment avoir un background
Il faut avoir des compétences. Clément Mambouya, étudiant en deuxième licence journalisme et politique extérieure. Un bon journaliste, pour moi, c'est un homme qui doit bien respecter son métier à la mise en pratique de la déontologie, en l'occurrence les normes et les principes, mais aussi au respect de sa ligne éditoriale. Mais cette fois-ci, il doit chercher comment mettre les deux sur le même diapason pour qu'il arrive à exécuter son métier de journaliste en bonne et due forme. Sarah Mpanga, deuxième mission journalisme et politique extérieure. Le monde journalistique par rapport à la ville, par rapport à la capitale, elle est divisé pour moi en deux grandes parties. Il y a des gens qui sont là, qui ne savent pas pourquoi ils font les métiers de journaliste, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils doivent véhiculer comme message. Et il y a les gens aussi qui ont la passion de ce métier de journaliste. Mais en fin de compte, nous sommes ici à l'IFASIC, on nous apprend des choses, on nous apprend des théories des communications, on nous apprend comment faire quand vous serez dans la vie active par rapport à votre métier de journaliste. Mais moi je trouve que quand on arrive sur le terrain, les gens oublient ce qu'ils ont appris ici à l'IFASIC par exemple. Pour moi, le métier de journaliste, c'est comme une femme qu'on a frappée et elle se réveille un bon matin, elle met trop de maquillage pour qu'on ne puisse pas voir qu'elle a été frappée, alors que la vérité est tout autre. Donc les gens doivent baisser leur masque et dire les choses telles qu'elles doivent être dites et respecter l'éthique et la déontologie de la science comme elle a été élaborée depuis des siècles par différents auteurs. Mais j'aimerais que Jimmy Loumou puisse continuer parce que ça vous aide à introduire votre rubrique qui C'était mieux avant, où vous revenez en fin de compte sur cette pratique du métier de journalisme et puis le rapport un petit peu qu'il y a avec la politique, hein, n'est-ce pas? Oui, donc on va essayer de voir comment est-ce qu'il faut concilier la politique et le journalisme. Parce que, en fin de compte, ce sont deux métiers très nobles qui n'ont rien à voir l'un pour l'autre. Mais il faudrait marcher de pair, essayer vraiment de faire la part des choses pour ne pas essayer d'être pris dans cette glissade. Donc, parce que les journalistes ont toujours tendance de se politiser quelque part, parce qu'il faut le dire aussi, hein, dans notre pays, la plupart des chaînes ou des maisons de presse qu'on a appartiennent aux hommes politiques. Alors, avant de développer ce sujet très ou un petit peu brûlant quand même, on va d'abord écouter justement le secrétaire général de l'UNPC que vous avez interviewé dans ce cadre-là, et puis on revient vers vous. L'UNPC est une association de professionnels des médias. Elle a été créée le 23 mars 1971 au cours d'un congrès qui s'est tenu en CD à l'époque. Il y a un congrès qui a été tenu au mois de mars 2004. Au cours de ce congrès, il a été affirmé le rôle fédérateur de l'Union nationale de la presse du Congo et toutes les autres associations en étaient membres. Le tribunal de paix a eu une force motrice depuis 2004 parce qu'on a estimé qu'il devait travailler d'une manière autonome. Donc, au-delà des ingérences des membres du comité directeur que nous sommes. Et ce tribunal, tout comme il reçoit des plaintes des professionnels des médias contre leurs collègues, et le tribunal instruit et sanctionne là où il faut sanctionner, du journaliste. Parce qu'aujourd'hui, nous nous battons pour que nous puissions avoir la dépénalisation du délit de presse. Parce que nous disons toujours que la place du journaliste n'est pas en prison. La place du journaliste est dans une rédaction. Le cas particulier du Congo News, je ne saurais pas aller dans les détails parce que je le maîtrise, mais je n'ai pas des éléments d'appréciation. Parce que ce cas est traité au niveau du CESAC. La plainte du chef de la maison civile du chef de l'État en est une de plus. Parce que c'est qu'il y a beaucoup de plaintes contre ce média-là. Alors moi je vous dis qu'il faut instruire les plaintes quand ça arrive et sanctionner.
Il ne faut pas les laisser s'accumuler pour que quand maintenant une plainte d'une maison civile du chef de l'État arrive, vous preniez prétexte pour suspendre les médias. Je trouve que c'est injuste. C'est un réel problème au niveau de nos médias. Vous savez que la plupart des médias qui existent sont créés par des hommes politiques. Plus pour leur propagande que pour faire valoir les vertus démocratiques. C'est ça le vrai problème. Et ensuite, en dépit du fait que la loi dit que tout citoyen peut créer un média, mais à condition qu'il mette à la tête de ce média un professionnel. Mais cela n'est généralement pas suivi. Il faut plus la prise de conscience des journalistes que des hommes politiques. Parce que l'homme politique ne peut pas vous imposer ce que vous devez dire sur la radio, la télévision, dans un journal. La presse congolaise est l'une des meilleures du monde. Les règles élémentaires pour un journaliste, c'est que lorsque vous avez une information, la moindre des choses, c'est de chercher à en avoir le corps net dans l'autre corps. Le dernier message que je peux donner à tous les journalistes, c'est d'être responsable dans le traitement de l'information. Ça, et la responsabilité implique le respect des règles éthiques et déontologiques. Que tous les journalistes viennent à l'UNPC, c'est leur maison. Elle est ouverte, elle est transparente. Vous ne le voyez même pas à la porte de mon bureau. Donc, ils peuvent venir, c'est chez eux, à tout moment. Voilà Jimmy, avec cet élément, on comprend vraiment, un petit peu mieux avec le secrétaire général de l'UNPC, de quoi on parle quand on parle d'une bonne pratique du métier de journaliste, parce que l'UNPC en fait est là en fin de compte pour garantir les droits des journalistes, mais aussi leurs devoirs, pour veiller à ce que les journalistes font vraiment ce qu'ils doivent faire, quoi. Oui, donc comme on l'a dit tout à l'heure, il faudrait d'abord respecter pour un bon journaliste la déontologie journalistique, qui est la règle même d'or de ce métier. On ne peut pas se dire journaliste tout en passant outre cette déontologie. Donc il faudrait qu'on puisse d'abord être sûr de ses sources avant de diffuser une information. Il faudrait très bien traiter l'information, essayer de mettre les états d'âme à côté, essayer d'être l'église au milieu du village, et puis rendre son information, et puis laisser tous les autres commentaires au public. Alors ce qui gâche un peu justement ce rapport entre la déontologie et la liberté de la presse, c'est le lien qu'il y a aussi entre les médias et la politique, qui est quand même un lien un peu incestueux, si je peux dire. Depuis des lustres, le journalisme et la politique ont toujours cohabité, mais il faudrait pour un bon journaliste... aller jusqu'où ils vont, mais ils y vont quand même. Voilà. Il faudrait donc pour un bon journaliste essayer de faire la part des choses. On ne peut pas être en même temps journaliste devant la caméra et politicien en même temps devant la caméra. On ne peut pas dire qu'un journaliste ne peut pas avoir des opinions politiques ou ne peut pas avoir des couleurs politiques. Mais il faudrait quand même que cette casquette politique puisse être gardée pour l'exploiter peut-être derrière la caméra. Lorsqu'on est devant la caméra, comme par exemple nous, on fait notre travail, on se limite par être journaliste seulement. On donne l'information, que ce soit pour ou contre nos opinions, mais on la donne parce que c'est une information. On ne la gâche pas par ses propres sentiments. Après, il y a des réalités aussi qui sont propres au pays et qui existent dans d'autres pays aussi. Il y a les réalités financières, parce que souvent les dirigeants des chaînes sont avant tout des hommes d'affaires. On dit aujourd'hui que les journalistes congolais sont parmi les piètres professionnels du pays. Pourquoi? Parce que ces mêmes politiciens qui sont pour la plupart les chefs des maisons de presse ne rémunèrent pas conséquemment les journalistes. Et c'est ce qui fait que ces mêmes journalistes sont dépendants d'eux financièrement. Alors on se dit, bon, là où je vais prendre un 500 ou un 1000 $, il faudrait mieux que je puisse quitte à m'asseoir sur ma déontologie, il n'y a pas de problème. Merci Jimmy. Alors Francis, je crois que vous aviez une question pour la sœur par rapport à ça. J'ai une question pour la révérende sœur. Je voudrais savoir comment un journaliste doit s'y prendre pour travailler dans une chaîne qui appartient à un politicien, soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition, qui ont déjà leurs idées
leur ligne éditoriale bien fixée par rapport à leur réalité pour résumer politique. un peu, que ce soit aussi bien pour le gouvernement que pour l'opposition, était-ce facile pour un journaliste de travailler dans une de ces chaînes-là? Moi, je crois que ça peut être possible. Ça peut être possible dans le cas où ce journaliste a une conscience. D'accord. Parce que quand on travaille, on doit avoir une conscience professionnelle. Mais parfois, on n'a pas toujours cette liberté d'action parce qu'on dépend de son travail. Oui, c'est ça le problème. Il y a la ligne éditoriale. Oui. On ne doit pas te dire tu dois tuer quelqu'un, tu dois passer à la télé pour commencer à injurier les gens. Là, tu as piétiné d'abord sur la déontologie. Alors, ou soit tu es journaliste ou on n'est pas. Donc, il faut faire la part de choses. Savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce que je dois donner comme information? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Moi, j'étais sur le terrain, j'ai vu qu'on a fait ça. Comment je dois le rendre? Ce n'est pas tout qu'on doit rendre. Il y a des choses qu'on doit montrer au public. Il y a des choses qu'on doit garder dans nos archives, parce qu'au moment où il y aura peut-être quelque chose, on pourra l'exhiber. Mais ce n'est pas du coup, comme ça, on ramasse et on vient donner au public. Parce qu'on peut aussi inciter la population à faire peut-être une révolte. Merci. Oui, le journaliste a un gros impact sur la population. On ne devrait pas l'oublier. Quand bien même, on a le chef qui est politicien et c'est lui qui donne la ligne éditoriale, mais il faut savoir comment marcher. Je crois qu'il y a plusieurs journalistes qui travaillent là où il y a des politiciens, mais qui savent comment faire leur métier. Faire la part des choses, oui, bien sûr. À moins que ce soit un parasite qui n'est pas journaliste, parce que en ce moment, on en voit beaucoup à la télé. Il n'a pas étudié, il n'a pas fait le journalisme, mais il est là, il se retrouve parmi les journalistes et il fait la tête et puis bon... Vous ne pensez pas si bien dire, parce que dans notre prochaine rubrique, justement, on a pris un artiste qui n'est pas journaliste, mais qu'on a mis devant la caméra, donc je vous propose de regarder ce que ça donne et on continue la discussion. Voilà, alors présenter le journaliste qui est le plus facile. Alors déjà à l'attaque, au début, tu as 2 caméras devant toi. Il y a la première caméra juste à ta gauche, c'est celle de l'attaque, c'est-à-dire juste après le générique, début. Tu regardes ta salutation, tu l'as fait sur cette première caméra que tu as juste à ta gauche. Et lorsque tu commences à lire le sommaire, tu reviens sur le prompteur, sur la caméra que tu as devant toi. Alors c'est simple, dans la présentation du journal, la manière, en fait, la tonalité que tu utilises pour le sommaire doit être plus élevée, c'est plus pimpant. Normalement, il faut bonsoir, mesdames et messieurs. Voilà, on sent que vraiment c'est un peu du speed, mais pas vraiment du speed. En même temps, il faut que la voix soit un peu haute, le ton soit un peu plus élevé. Et on doit sentir justement une différence avec le corps du journal, le développement, lorsque tu entames le journal. Je peux faire un exemple. Par exemple, là, si on commence, mesdames et messieurs, vous êtes très nombreux à nous suivre à travers le monde. Bienvenue à cette édition d'actualité. Tout de suite, le sommaire. Là, les yeux reviennent sur le prompteur. D'accord. Aussi facile que ça, on peut essayer? D'accord, c'est pas si facile que ça, mais on va essayer. Allez. Ok. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes très heureux de vous savoir nombreux derrière vos petits écrans. Au sommaire de ce journal, l'artiste musicien Lexus Legal s'est décidé de se lancer en politique en se présentant aux élections présidentielles 2016. L'élément de sa conférence de presse dans ce journal. Encore de nouveau bonsoir. CENI, l'abbé Apollinaire Malou multiplie ses rencontres tant avec des acteurs de la vie publique, politique qu'avec des membres de la commission interne. Des réunions de ces derniers jours de l'institution vont se clôturer ce mardi par un communiqué qui résume la quintessence de travaux, VTR. Des soldats des groupes armés de l'UDF, de l'UPDF, des Ouganda ont été aperçus dans les territoires de Rutshuru. Information de la société civile de la province relayée ce lundi par le président de l'Assemblée nationale au cours de l'ouverture de la session de mars. Élément s'il vous plaît. Les mois de la femme se clôturent avec la conférence organisée par Lady First en vue de réfléchir sur l'action économique de la femme en RDC. La Robank place ainsi le développement de la femme entrepreneur au cœur de ses actions. L'actualité du jour, c'est également à lire à travers les lignes, d'abord au point, avec le point. Corée, échange des tirs en mer entre le nord et le sud.
soyez quand même. Non, mais juste. Franchement, je suis en train de lire direct. Parce que si j'ai envie de te dire, je prends ma retraite, c'est bon. Tu te fous de ma gueule. Je prends ma retraite, c'est bon. Bon, il fallait que je fasse des mises en bouche, il fallait que je puisse avoir réellement le VTR avec tous les textes. Là, je suis en train de lire direct. Franchement, mais c'est quand même un grand boulot que vous faites. Un très grand boulot. Oui. En plus, j'arrive même pas à avoir l'expression faciale. Tu sais, moi, quand je suis sur scène, j'ai souvent l'expression faciale. Ça se sent. Mais là, j'arrive pas. Mais bon, voilà quoi, j'ai fait comme j'ai pu. Si pour de côté, je te donne. Bon, je me contenterai de 3 ou 4, hein. c'est pas grave. 5. Ah bah 5, c'est déjà beaucoup. Merci, monsieur Steve. Bah, ça a été super stressant. Chacun son boulot, comme on dit. C'est sûr que si on me donnait la scène, ça va être très très différent d'un journal où il y a des caméras et autres. Mais sincèrement, encore bravo. Je me mets à respecter encore plus. J'ai respecté déjà, mais là je rajoute un petit plus parce qu'effectivement, c'est pas la mer à boire. Voilà ma sœur, je vous voyais rigoler pendant l'élément, hein. C'est très difficile d'apprendre un métier qui n'est pas le nôtre, bien évidemment. Et on remercie vraiment beaucoup l'artiste Lexus Légal qui a accepté de jouer le jeu. Et puis on remercie aussi quand même le collègue Steve Mbouyi qui a accepté de lui montrer comment ça se passe. Donc voilà ma sœur, on arrive tout doucement à la fin de l'émission. J'ai 2 petites dernières questions pour vous. Alors j'ai pas arrêté des masseurs par-ci, des masseurs par-là, tout le monde aura compris. Vous êtes religieuse, mais c'est pas difficile justement de combiner votre choix de vie et puis ce métier de journaliste? Deux fois, c'est collant. Hein. D'accord. Parce que le métier de journaliste demande à ce qu'on soit un peu partout pour récolter l'information. Et en tant que sœur, vous devez avoir des obligations aussi. Oui, j'ai des devoirs, j'ai des obligations à rendre dans ma congrégation. Et là aussi, j'arrive à faire la part de choses. Je dis, un homme sans conscience, alors ça ne va pas. Donc, je sais faire la part de choses entre les deux. Quand c'est le travail, je fais mon travail comme journaliste. Et quand je rentre chez moi, je deviens religieuse. D'accord. Donc vous respectez vraiment les règles du jeu, donc les règles de déontologie. On a fait le bon choix en vous invitant. Alors merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup. Comme je le disais, vous avez gagné donc le prix du meilleur journaliste de la TV privé et non public, comme je l'avais dit. Merci. Une dernière question d'ailleurs qui vient par rapport à ce prix. Souvent on se pose la question, comme pour pas mal de concours qui se font, sur comment sont donnés les prix. Alors, est-ce qu'il y a eu trucage, est-ce qu'il y a eu favoritisme, qui était derrière? Vous connaissiez des membres du jury, d'autres peut-être, pas vous directement, mais comment ça se passe en fin de compte? Quand je suis allée déposer mes 2 cassettes, mes 2 DVD, je n'ai trouvé personne. Je n'ai trouvé que M. Ifalima, à qui j'ai remis. Et puis il m'a demandé de voir d'abord l'élément parce que peut-être que ça pouvait cracher, peut-être que il n'y avait rien à l'intérieur. Donc je n'ai même pas vu de journaliste, je n'ai même pas vu le membre du jury. Je n'ai rencontré personne que M. Falema. Parce que la question, elle est quand même légitime, dans le sens où c'est un prix important quand même. Et surtout la signification et la résonance de ce prix. Il ne faudrait pas que ce soit bafoué par des ententes entre le jury et puis les candidats, enfin les nommés. Non, je n'ai pas rencontré les membres du jury. Donc, voilà. D'accord. Merci pour votre franchise en tout cas. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci Jimmy d'avoir été là. Merci. Francis, à la semaine prochaine. Merci. Et donc, on se quitte sur ces bonnes paroles de la sœur Annie. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Et puis, comme chaque semaine, on a été fouiné dans les coulisses d'un événement. Cette semaine, c'est les Bana C4 qui étaient à la halle de la Gombe. On regarde ça et puis on se retrouve la semaine prochaine. On va voir ce que vous voulez. Lokola apesa une invitation, naye ko répondre à l'invitation, on va juste voir comment baza ko prester et bana flow na bango, bana base na bango et faut appuyer bango en tant que ba jeune africain congolais. Donc voilà. On est très heureux de revenir sur le sol congolais avec des jeunes artistes qui sont là, qui ne sont jamais venus sur Kinshasa. C'est la première fois qu'ils viennent. Ils sont nés là en France et aujourd'hui sur le Congo, on est là pour mettre d'accord tout le Congo et être les meilleurs artistes du Congo.